essai de traction, on utilise une éprouvette de dimension bien définie que l'on soumet à un effort de traction suivant son axe longitudinal. Cet effort est prolongé jusqu'à rupture. La machine de traction comprend 3 parties. Un bâti permettant d'appliquer les efforts à l'éprouvette, un dispositif enregistreur avec système de commande et un appareil produisant les efforts hydrauliques. Le bâti, avec 4 colonnes fixes, comporte une traverse mobile qui transmettra les efforts à l'éprouvette. Cette traverse est solidaire d'un piston. Les colonnes du bâti encadrent la mâchoire fixe qui maintiendra l'éprouvette. Le dispositif de commande permet la manœuvre de la traverse mobile. Sur ce schéma, nous retrouvons les éléments déjà connus du bâti. Effectuons une coupe perpendiculaire au plan du dessin pour étudier les liaisons entre les divers organes. Voici les colonnes fixes implantées dans le socle de fonte, la traverse mobile, les mâchoires de fixation de l'éprouvette. Le piston, entraînant la traverse mobile, se déplace dans un cylindre sous l'effet de l'huile sous pression. Quand cette pression croît, la traverse mobile exerce un effort sur l'éprouvette et la rupture se produit. Cette machine peut fournir une traction de 30 tonnes. Voici la pompe à huile actionnée par un moteur. Le liquide est amené jusqu'au dispositif de commande, puis admis au bas du cylindre. Un tuyau de retour permet la vidange, qui est commandé par un robinet. Le réservoir d'huile est en relation avec la pompe et le liquide travaille en cycle fermé. Mettons en route le moteur. Une bielle entraîne le piston du compresseur. Faisons descendre la traverse mobile en vue d'introduire l'éprouvette entre les mâchoires. L'éprouvette utilisée ici a un diamètre de 9 mm 8, ce qui correspond à une section de 75 mm². La partie centrale porte 2 repères situés à une distance de 70 mm. L'éprouvette comporte 2 têtes de plus fort diamètre permettant de l'encastrer dans les mâchoires. Sa longueur totale est de 13 cm. Elle sera introduite dans 2 coquilles qui maintiendront les têtes et s'adapteront dans les mâchoires de la machine de traction. Admettons l'huile sous pression dans le cylindre. L'éprouvette est soumise à un effort de traction lentement croissant. La traverse mobile se déplace vers le haut. L'éprouvette s'allonge. Sa section diminue dans une certaine région. C'est la striction. Puis, l'éprouvette se rompt. Étudions le dispositif permettant la mesure des efforts exercés. L'huile sous pression peut déplacer ce balancier qui pousse une tige dont le parcours est ainsi proportionnel à la pression appliquée. Quand cette pression croît, le balancier se lève. L'aiguille du cadran indicateur des charges est alors entraînée. En haut du balancier, voici le poussoir de la tige filetée, actionnant la roue dentée calée sur l'axe de l'aiguille. Cette tige commande également un stylet, se déplaçant suivant une génératrice du cylindre enregistreur. Ces déplacements sont donc proportionnels aux efforts. Un contrepoids assure le retour du stylet. La rotation du cylindre est commandée par un fil passant sur une poulie et dont l'autre extrémité est fixée sur la traverse mobile. Les rotations sont donc proportionnelles aux allongements de l'éprouvette.
Effectuons un essai complet et examinons le diagramme se traçant sur le cylindre enregistreur. Dans un premier temps, le stylet semble se déplacer suivant une génératrice du cylindre qui tourne à peine. L'allongement de l'éprouvette est donc très faible. C'est la période des allongements élastiques. Puis la courbe présente une cassure. Le cylindre commence à tourner nettement. Les allongements deviennent importants. Nous sommes dans la seconde période du diagramme, dite des allongements permanents. La charge continue toujours de croître. L'allongement total est considérable. Cette période, l'éprouvette commence à diminuer de section en un point. La charge appliquée à cette faible section diminue. La courbe redescend vers la gauche. C'est la période de striction. Enfin, l'éprouvette se rompt et la charge retombe à zéro. Pour étudier la réversibilité des allongements dans la période élastique, partons d'un effort nul, puis augmentons la traction, et enfin supprimons l'effort. Le stylet revient en suivant la même courbe que pendant la montée de la traction. Partons à nouveau d'un effort nul et augmentons-le progressivement. Lorsque nous atteignons la limite élastique, nous voyons que l'aiguille s'arrête. Ceci correspond au palier observé sur le diagramme de traction. L'indicateur effectue encore quelques oscillations, puis son mouvement régulier reprend. La traverse mobile se déplace notablement. L'allongement est important. Supprimons l'effort exercé. Cette fois, le stylet suit au retour un trajet différent de l'aller. Il subsiste un allongement permanent. Augmentons encore l'effort. L'éprouvette se dépolie dans une certaine région. Le phénomène de striction s'amorce. La charge commence à décroître. La striction est de plus en plus nette. Elle s'accentue jusqu'à la rupture finale. La machine étant arrêtée, l'opérateur retire l'éprouvette cassée. Si nous comparons diverses éprouvettes après rupture, nous observons que les cassures ont des aspects différents. Ceci renseigne sur la qualité du métal de l'éprouvette. La striction est déterminée en mesurant au palmaire le diamètre de la section de rupture. L'importance de cette striction varie également suivant les éprouvettes. L'allongement total sera étudié en mesurant la nouvelle distance entre les repères portés sur l'éprouvette, dont les deux extrémités ont été accolées. L'observation du cadran indicateur a permis de repérer la valeur de la limite élastique et celle de la charge de rupture.